Mes parents m'ont écrit froidement, tu n'es plus notre fille. Parle à notre avocat. Ma sœur a même ajouté un cœur, enfin débarrassée de toi. J'ai répondu un seul mot, d'accord. 24 heures plus tard, ma mère hurlait au téléphone. Et ma sœur suppliait, il faut qu'on parle. J'ai déverrouillé mon téléphone, regardé l'écran et j'ai souri. Ce n'était que le début de la fin pour eux. Si vous écoutez ceci en ce moment, peu importe où vous êtes, peu importe l'heure qu'il est pour vous, faites une pause. Laissez un commentaire pour me dire depuis quelle ville ou quel pays vous suivez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Je suis curieuse de savoir qui d'autre a déjà reçu un message comme celui-là et ce qu'ils ont fait la seconde après avoir appuyé sur envoyer. Parce que pour moi, ce petit d'accord n'était que le début de l'apocalypse. Partie 1, le silence de 32 ans et le bruit d'une notification. Je m'appelle Lali. Il était 2h14 du matin. Dehors, Paris dormait sous une pluie fine, cette bruine glaciale de novembre qui pénètre jusqu'aux os. Mais à l'intérieur de mon appartement au 29e étage d'une tour de verre à la Défense, l'air était sec, conditionné, presque stérile. Le seul bruit était le bourdonnement sourd du serveur informatique dans le coin et le battement irrégulier de mon propre cœur. Mon téléphone, posé sur le marbre froid de l'îlot central, s'est mis à vibrer. 1 fois. 2 fois. 10 fois. Une succession de bips stridents qui déchiraient le silence clinique de ma vie. L'écran s'illuminait par intermittence, projetant une lueur bleuâtre fantomatique sur les murs nus de mon salon. C'était le groupe de discussion familiale, ironiquement baptisé la famille royale par ma sœur Olympe il y a 3 ans. J'ai posé ma tasse de café noir. J'ai pris l'appareil. Mes mains ne tremblaient pas. C'est étrange, n'est-ce pas? On s'attendrait à trembler. On s'attendrait à ce que le corps réagisse à la catastrophe imminente. Mais le mien était calme, d'un calme de cimetière. Baudouin, mon père, avait tiré le premier. Le message s'affichait, brutal, définitif, nous te coupons les vivres affectifs. Tu as osé refuser de payer la dette de jeudi hier soir. Tu n'es plus ma fille. À partir de maintenant, tout passera par mon avocat. Ne t'avise pas de venir au manoir ce week-end. Sixtine, ma mère, avait enchaîné immédiatement, comme si elle attendait le signal, comme s'ils étaient assis côte à côte sur leur canapé en velours Louis XVI, un verre de cognac à la main, orchestrant ma destruction. Tu n'as toujours été qu'une déception, Eulalie. Froide. Calculatrice. Ingrate. Ne nous contacte plus tant que tu n'auras pas appris ta place et présenté des excuses financières. Puis, Olympe. Ma petite sœur. La préférée. L'enfant doré. L'artiste qui n'avait jamais vendu une toile mais qui vivait comme une héritière russe. Elle a envoyé un émoji cœur rouge. Juste un cœur. Suivi de « Prends soin de toi pour une fois, la radine. » Enfin débarrassée de ton énergie négative. J'ai lu chaque mot. 1 fois. 2 fois. J'ai analysé la syntaxe. J'ai noté l'heure de l'envoi. J'ai observé la cruauté gratuite, cette méchanceté polie qui est la marque de fabrique de la haute bourgeoisie parisienne déchue. Pas de cris. Pas de larmes. Pas de supplications. Je n'ai pas jeté le téléphone contre le mur. Je n'ai pas hurlé à la lune. J'ai juste tapé un seul mot en retour. D'accord. C'est tout. Pas de point d'exclamation. Pas de point de suspension. Juste un point final. D'accord. Puis, j'ai ouvert mon application bancaire. L'interface bleue sécurisée m'a accueilli. J'ai scanné mon visage. Accès autorisé. J'ai navigué vers l'onglet virement permanent. Le premier sur la liste, loyer appartement avenue de Breteuil. 4 200 € par mois. Un appartement haussmannien de 160 mètres carrés, avec parquet, moulure, cheminée, et vue sur les Invalides. L'appartement où vivaient mes parents, parce que leur propre château en province avait été saisi par les banques il y a 10 ans. J'ai cliqué sur Modifier. Puis sur Supprimer le bénéficiaire. Confirmer. Le deuxième, American Express Platinum, Olympe. La carte que j'avais ouverte à mon nom pour qu'elle puisse construire son crédit, mais qu'elle utilisait pour ses brunchs au Plaza Athénée et ses sacs Jacquemus. J'ai cliqué sur Options.
Mettre en opposition. Motif, perte de confiance. Confirmé. Le troisième, assurance santé Platinum Care. Une police d'assurance privée de luxe qui couvrait tout, des cures thermales en Suisse au massage thérapeutique que ma mère s'offrait 3 fois par semaine pour son stress imaginaire. Coût mensuel, 1800 € pour 3 personnes. J'ai cliqué sur résilier le contrat. Date d'effet, immédiate. Le quatrième, frais de scolarité école d'art privé. Les frais pour le master Colymbe redoublaient pour la 3e fois. J'ai annulé le chèque de banque programmé pour le lendemain matin. 6 années de paiement automatique. Plus de 250 000 € au total. Parti en fumée en 8 minutes chrono. J'ai regardé le solde prévisionnel de mon compte pour le mois prochain. Il avait bondi. Pour la première fois de ma vie d'adulte, je n'étais pas dans le rouge à la fin du mois. Je n'étais pas en train de jongler. J'étais libre. J'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai regardé droit devant moi, vers les lumières de Paris que je ne voyais jamais parce que je travaillais trop pour payer leurs caprices. J'ai laissé le coin de ma bouche se soulever juste un peu. Ils pensaient me punir par le silence. Ils ne savaient pas qu'ils venaient de me donner la clé de ma propre cellule. 18 heures avant que le groupe de discussion n'explose, j'étais encore dans mon bureau d'angle au 29e étage de la Tour First. Je finalisais les chiffres du 3e trimestre pour le groupe hôtelier dont je suis la directrice financière. Les colonnes Excel dansaient devant mes yeux fatigués. Le café froid avait un goût de cendre. Mon téléphone avait vibré une fois. Un simple SMS de tante Fanny. Fanny est la sœur cadette de ma mère. La brebis galeuse. Celle qui a épousé un boulanger et qui a été ostracisée par la famille parce qu'elle avait choisi l'amour plutôt que le prestige. C'est la seule personne de mon sang qui m'ait jamais envoyé une carte d'anniversaire sans demander de l'argent à l'intérieur. Le message disait, « Tu as besoin d'entendre ça maintenant. C'est urgent. Pardonne-moi de te faire du mal, mais le mensonge te tue à petit feu. » En pièce jointe, un fichier audio. 5 minutes et 12 secondes. J'ai glissé mes écouteurs, je me suis adossé à mon fauteuil en cuir ergonomique qui coûte plus cher que la voiture de tante Fanny, et j'ai appuyé sur lecture. Au début, il n'y avait que du bruit de fond. Le tintement caractéristique du cristal baccarat. Des rires gras. Le bruit étouffé d'un piano jouant du jazz générique. J'ai reconnu l'acoustique. C'était le salon privé du Grand Véfour, le restaurant étoilé où papa fêtait ses 60 ans. Une fête où je n'étais pas invitée. L'excuse officielle était que c'était une petite réunion intime. La vérité, je le savais maintenant, était que ma présence austère, mon tailleur noir et mon visage sans maquillage gâcheraient l'esthétique des photos Instagram d'Olympe. Puis la voix d'Olympe a traversé l'enregistrement, claire et perçante, de cette manière traînante et affectée qu'elle adoptait toujours après son 2e martini. Honnêtement, c'est pathétique, disait-elle. À ce stade, Eulalie est fondamentalement notre banque personnelle. Un texto culpabilisant sur la famille, une petite larme sur l'honneur des Devalois, et hop, l'argent apparaît sur le compte comme par magie. C'est presque trop facile, Harry ma mère, Sixtine. Son rire était comme du verre brisé, aigu et dangereux. Tant qu'elle continue de payer le loyer pour cette vue sur les invalides et les cartes noires, je ne pose pas de questions. Elle a toujours été si, désespérée d'être aimée. C'est triste, vraiment. Elle n'a aucune grâce, aucun talent. Juste sa capacité à travailler comme une mule. Une voix masculine a coupé la conversation. J'ai senti mon estomac se tordre. C'était Gauthier. Mon Gauthier. L'homme avec qui j'avais partagé ma vie pendant 4 ans. L'homme qui m'avait quitté 6 mois plus tôt parce qu'il avait besoin d'espace pour se retrouver. Il s'était retrouvé, apparemment. Dans le lit de ma sœur et dans les bonnes grâces de mon père, devenant l'avocat de la famille. À la santé du distributeur automatique sur pattes de la famille de Valois. A crié Gauthier. Et à sa naïveté légendaire. Ne vous inquiétez pas, j'ai relu les contrats de prêt qu'elle vous a fait signer il y a 3 ans. Ils sont juridiquement bancals. Si jamais elle se réveille, je la détruirai au tribunal. Elle ne récupérera pas un centime. Bruit de verre qui s'entrechoquent. Santé. A rugi la table. J'ai mis le fichier en pause à 3 minutes 47 secondes.
Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement senti le dernier fil auquel je m'accrochais se briser net dans ma poitrine. Ce n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus froid. De plus définitif. C'était la réalisation brutale que j'avais acheté l'affection de ma famille pendant 6 ans, et que je n'avais même pas obtenu un reçu. J'étais leur esclave, et ils riaient de mes chaînes. Tout a commencé 6 ans plus tôt, le mois même où j'ai accepté mon premier poste de directrice financière à 26 ans. L'entreprise de vignoble de papa à Bordeaux s'était effondrée. Pas à cause du marché. Pas à cause du climat. Mais à cause de lui. À cause des dettes de jeu, des investissements stupides dans des chevaux de course qui ne gagnaient jamais, et de son arrogance. Il m'avait appelé depuis les urgences, prétendant avoir des douleurs thoraciques dues au stress. Maman avait pris le combiné, la voix tremblante, m'expliquant que la banque allait saisir la maison familiale, les meubles, les souvenirs. Ils ont tous les deux dit la même chose, mot pour mot, une phrase qui est devenue ma malédiction. Tu es la responsable, Eulalie. Tu es la seule qui a la tête sur les épaules. Tu es la seule qui peut nous sauver. L'honneur de la famille est entre tes mains. Alors, je les ai sauvés. J'ai signé le bail de l'appartement parisien pour qu'ils puissent garder la face devant leurs amis du Jockey Club. J'ai couvert les dettes. J'ai payé les vacances. J'ai payé les robes. Je me suis levée de mon bureau et je suis allée vers la baie vitrée. J'ai regardé mon reflet. J'ai vu une femme de 32 ans qui en paraissait 40. J'ai vu les cernes sous mes yeux. J'ai vu les vêtements sombres, fonctionnels, sans joie. Je me suis souvenu de mes 10 ans. J'avais eu une appendicite aiguë. J'étais à l'hôpital public, seule, tordue de douleur. Mes parents n'étaient pas venus me voir avant le 3e jour. Pourquoi? Parce qu'Olympe, qui avait 7 ans, avait une exposition de ses dessins à l'école primaire, et ils ne pouvaient pas manquer le vernissage de leur petit prodige. Quand ils sont enfin arrivés, maman m'a apporté un magazine froissé trouvé dans la salle d'attente et m'a dit « Arrête de faire la comédie, Eulalie. Il y a des gens qui souffrent vraiment. » Je me suis souvenu de mes 18 ans. J'avais été acceptée à HEC, la meilleure école de commerce. Papa m'avait dit « C'est bien. Tu pourras apprendre à gérer la fortune que ta sœur va gagner avec son art. » Je me suis souvenu de la semaine dernière. J'avais demandé à maman si elle voulait venir déjeuner avec moi pour mon anniversaire. Elle m'avait répondu « Oh, chérie, je suis débordée avec l'organisation du gala de charité. Et puis, tu sais que tes déjeuners sont toujours un peu ennuyeux. Tu ne parles que de travail. » J'ai fermé les yeux. Le musée de la douleur était plein. Il n'y avait plus de place pour de nouvelles expositions. Si vous étiez à ma place, avec le doigt sur le bouton envoyer, sachant que cela détruirait la réputation de vos parents pour toujours, le feriez-vous? Ou est-ce que la culpabilité vous arrêterait? Écrivez j'envoie ou j'efface dans les commentaires maintenant. Je veux voir combien d'entre vous ont le courage que je pensais ne pas avoir. Le lendemain matin, le téléphone a commencé son attaque avant même que le soleil n'ait complètement éclairé la ligne d'horizon de la Défense. Je m'étais préparé un café, un vrai, avec des grains moulus à la main, pas le jus de chaussette de la machine du bureau. Je portais mon peignoir en soie, celui que je gardais pour les grandes occasions, et je regardais la pluie tomber sur Paris. Le nom de Sixtine a clignoté sur l'écran en premier. Je l'ai laissé sonner 6 fois complète pendant que je restais debout au comptoir, savourant chaque seconde de ce contrôle nouveau. Quand j'ai finalement appuyé sur accepter et mis le haut-parleur, sa voix a traversé la pièce, assez aiguë pour faire cailler le lait. Eulalie. La pharmacie vient de me renvoyer. Tu te rends compte de l'humiliation? Il y avait Madame de Rothschild dans la queue derrière moi. Ma crème pour le visage, celle prescrite par le dermatologue, à 120 € le pot. La carte d'assurance est morte. Ils ont dit que la police a été résiliée à minuit. C'est une erreur informatique, n'est-ce pas? Répare ça tout de suite. Je suis en train de trembler de honte. J'ai versé le café lentement, regardant la crème tourbillonner dans le noir. J'ai pris une gorgée. C'était délicieux. Bonjour maman, ai-je dit calmement. Non, ce n'est pas une erreur. C'est une résiliation. Un silence stupéfait à l'autre bout du fil. Puis un cri. Quoi?
Mais tu es folle? Comment je vais faire? J'ai mon traitement. Tu as 60 ans, maman. Tu es une adulte. Tu trouveras une solution. Peut-être que tu peux demander à Olympe de te prêter de l'argent sur ses ventes de tableaux? J'ai raccroché avant qu'elle puisse répondre. 2 minutes plus tard, les textos d'Olympe sont arrivés en inondation. 47 messages en moins de 7 minutes. Une performance olympique. Tu as complètement perdu la tête? C'est de l'abus financier. Je suis coincé chez Sephora sur les Champs-Élysées, ma carte ne passe pas. J'ai un panier plein de produits. Le vigile me regarde bizarrement. Tu veux que je finisse en prison? Maman a des douleurs à la poitrine à cause de toi. Es-tu fière de toi? Je savais que c'était un mensonge. Maman avait des douleurs à la poitrine chaque fois qu'elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait. C'était son super pouvoir. Mais cette fois, la kryptonite ne fonctionnait plus. Tu m'as renié, Olympe, ai-je tapé lentement. Tu as mis un cœur sur le message de papa. Tu as dit, enfin débarrassé. Je ne fais qu'exaucer ton vœu. Tu es libre. Débrouille-toi. L'écran s'est rallumé instantanément. Olympe essayait un appel vidéo. J'ai refusé. Un autre texto, Gauthier va te détruire. Il est en train de rédiger une mise en demeure. Ah, Gauthier. Je l'attendais, lui. À 11h, mon téléphone professionnel a sonné. C'était le numéro direct de Gauthier. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal. J'ai écouté. Eulalie, écoute-moi bien. Ce que tu as fait est irresponsable et cruel. Tu as violé l'obligation alimentaire envers tes parents. Article 205 du Code civil. Les enfants doivent des aliments à leur père et mère qui sont dans le besoin. Je vais te traîner en justice. Je vais demander une saisie sur ton salaire. Et tu sais quoi d'autre? Je lâcherai les dossiers médicaux de tes 15 ans. Tu sais, ceux de ta phase instable. On verra si ton conseil d'administration voudra garder une CFO qui a un passé psychiatrique. Rappelle-moi immédiatement pour rétablir les virements, ou je lance la bombe nucléaire. Le sang a quitté mon visage. Il parlait de l'année où j'avais fait une dépression nerveuse après que maman m'ait dit qu'elle aurait préféré avorter. J'avais vu un thérapeute en secret. Gauthier avait volé mon dossier quand nous vivions ensemble. C'était du chantage pur et simple. Et le pire? Il pouvait le faire. Il n'avait aucune éthique. Je me suis assise sur le sol de ma cuisine impeccable. La panique commençait à monter, froide et visqueuse. J'avais sous-estimé leur cruauté. Ils n'allaient pas juste se défendre. Ils allaient essayer de m'anéantir. Mais alors que je cherchais de l'air, une notification a illuminé mon écran. Un message d'un numéro inconnu. Bonjour Eulalie. Je suis Maître Elie. Votre patronne, Valérie, m'a demandé de vous contacter. Elle m'a tout raconté ce matin quand elle a vu votre visage. Ne répondez pas à votre ex-fiancé. Ouvrez la porte, je suis en bas. Et j'ai apporté quelque chose qui pourrait vous intéresser, les relevés bancaires secrets de votre père aux îles Caïmans. J'ai ouvert la porte à un homme petit, chauve, avec des lunettes rondes qui lui donnaient l'air d'un hibou inoffensif. Il portait un costume gris un peu trop large et tenait une mallette en cuir usé. C'était Maître Elie. Ne vous fiez pas à son apparence, dans le monde juridique parisien, on le surnommait le piranha. On disait qu'il pouvait sentir une clause abusive dans un contrat à 3 kilomètres de distance. Il a posé sa mallette sur ma table de cuisine et a sorti une pile de documents. Votre patronne m'a dit que vous étiez une femme intelligente qui prenait des décisions stupides par amour, a-t-il dit sans préambule, sa voix sèche comme du papier de verre. C'est fini, ça? C'est fini, ai-je confirmé, la voix encore rauque. Il a hoché la tête. Bien. Parce que ce que Gauthier essaie de faire avec votre dossier médical est illégal, mais ça prendrait des mois à prouver. Nous avons besoin de quelque chose de plus rapide. De plus, explosif. L'article 207 du Code civil précise que l'obligation alimentaire cesse si le créancier a manqué gravement à ses devoirs envers le débiteur. Nous allons prouver l'indignité de vos parents. Pendant que nous parlions, l'attaque des singes volants a commencé.
C'est un terme que j'avais appris en thérapie, les alliés que le narcissique manipule pour faire son sale boulot. Mon téléphone ne cessait de vibrer. Mon ancienne professeure de piano m'a envoyé un long message sur Facebook. Eulalie, comment peux-tu? Tes parents ont le cœur brisé. Ils disent que tu les as laissés sans nourriture. La Bible dit honore ton père et ta mère. Je suis déçue. Une cousine éloignée que je n'avais pas vue depuis 10 ans a commenté sur ma photo de profil LinkedIn, honte à toi. L'argent t'a pourri l'âme. Ta mère pleure toutes les larmes de son corps. Mais le coup de grâce est venu d'Olympe. Elle a lancé un direct sur Instagram. Je ne le savais que parce que la moitié de l'église et du cercle social de mes parents a commencé à me taguer en quelques secondes. J'ai ouvert l'application. La miniature la montrait assise par terre devant la cheminée en marbre de l'appartement que je payais, le mascara coulant, les cheveux non brossés pour ce qui pourrait avoir été la première fois de sa vie adulte. La légende disait, quand la trahison familiale va trop loin, prière et vérité en direct. Elle a commencé à pleurer avant que le compteur de spectateurs n'atteigne 2000 personnes. Je n'ai jamais voulu faire ça publiquement, a-t-elle commencé, la voix se brisant sur commande, une actrice née pour le drame. Mais ma grande sœur a choisi de détruire notre famille parce qu'elle est jalouse depuis que nous sommes enfants. Elle a coupé tout soutien à la seconde où nos parents ont finalement tenu tête à son comportement contrôlant. Elle nous frappait, vous savez? Émotionnellement, et parfois. Elle a laissé la phrase en suspens, regardant la caméra avec des yeux de biche effrayés, impliquant le pire. Les commentaires ont explosé. On prie pour toi, ma chérie. C'est tellement diabolique. Quelle sorcière cette sœur. Il faut appeler la police. Olympe a tamponné ses yeux avec un mouchoir en tissu brodé. Elle a toujours voulu ce que j'avais, a continué Olympe. L'attention, l'amour, la vie. Et quand maman et papa ont finalement dit assez, elle a décidé de nous punir tous. Elle veut nous voir à la rue. La porte derrière elle s'est ouverte. Gauthier est entré dans le cadre, portant le même costume bleu marine qu'il portait à chaque banquet de l'église. Cheveux parfaits, mâchoire serrée comme s'il était sur le point de prononcer une plaidoirie finale devant la cour de cassation. Il s'est assis à côté d'elle, a mis un bras protecteur autour de ses épaules frêles et a regardé droit dans la caméra. Je suis maître Gauthier le maire, conseil de la famille de Valois, a-t-il annoncé, la voix lisse et exercée. Ce que Lali a fait est un cas d'école de diffamation et d'abandon de famille. Nous avons des preuves de son instabilité mentale. Nous protégerons cette famille contre sa tyrannie. Le chat est devenu fou. Attrape-la Gauthier. Protège cette famille. Dieu vous bénisse tous les deux. J'ai regardé l'écran, pétrifié. Ils retournaient le récit. Ils faisaient de moi le monstre. Ils utilisaient ma discrétion contre moi. Maître Elie a poussé un document vers moi. Regardez ça, Eulalie. Laissez-les faire leur petit spectacle. Regardez la page 4. J'ai baissé les yeux. C'était un relevé bancaire d'une société écran nommée Art et Avenir, enregistré au nom de mon père aux îles Vierges britanniques. C'est quoi ça? Ai-je demandé. C'est là que vont les dons du fonds de bourse d'études de l'association caritative Les Dames de Charité que vos parents dirigent, a expliqué Elie. Votre père détourne l'argent depuis 3 ans. Mais regardez qui est le co-signataire du compte. J'ai suivi son doigt. Là, en bas de la page, une signature familière, avec cette boucle prétentieuse sur le G, Gauthier le maire. Et juste en dessous, une série de transactions, 12 février, virement 5 000 €, intitulé Consultation juridique, c'était le jour où Gauthier et Olympe sont allés à Venise en amoureux pendant que je travaillais. 15 mars, virement 8 500 €, intitulé Frais de gestion, le jour où Olympe a acheté son sac Chanel édition limitée. Il ne vous volait pas seulement vous, a dit Elie doucement. Il volait les orphelins, les veuves, et les donateurs de leur propre église. Et Gauthier n'est pas juste leur avocat. Il est leur complice. C'est du pénal, Eulalie. Détournement de fonds, abus de confiance, faux et usage de faux. J'ai relevé la tête. La peur avait disparu. La panique avait disparu. À leur place, il y avait une clarté froide et tranchante comme un diamant. J'ai senti un sourire naître sur mes lèvres, un sourire qui ne touchait pas mes yeux.
Il y a un gala ce soir, ai-je dit. Au Ritz. Le gala annuel de l'association. Il cherche de nouveaux donateurs pour combler le trou avant l'audit annuel. Toute la haute société parisienne sera là. Maître Élie a souri, et ses lunettes ont brillé d'une lueur malicieuse. Vous avez une robe de soirée, Eulalie? Non, ai-je répondu en me levant. Mais j'ai une carte de crédit qui n'est pas gelée. Et je vais m'acheter la robe la plus rouge, la plus scandaleuse de tout Paris. L'après-midi a été un flou d'activités stratégiques. J'ai passé 2 heures avec Maître Élie à compiler le dossier. Nous avons croisé les dates des retraits frauduleux avec les publications Instagram d'Olympe. C'était d'une bêtise criminelle. Ils étaient arrogants. Post Instagram d'Olympe, week-end spa bien mérité Hagstad. #blessed #ourlife, date, 14 février. Relevé bancaire à Réavenir, retrait carte bancaire 3200 €, hôtel Alpine Hagstad, date, 14 février. Ils ne se cachaient même pas. Ils étaient tellement habitués à l'impunité, tellement convaincus que l'image pieuse des de Valois suffisait à aveugler tout le monde. À 18h, je suis entré dans une boutique de haute couture avenue Montaigne. La vendeuse m'a regardé de haut avec mon tailleur de travail froissé et mes yeux cernés. « Je peux vous aider, madame ?» a-t-elle demandé d'un ton qui suggérait que je m'étais trompé d'adresse. « Je veux quelque chose de voyant, ai-je dit. Quelque chose qui dit, je suis venu pour brûler ce bâtiment et danser sur les cendres. » Elle a cligné des yeux, puis un sourire complice est apparu. « Suivez-moi. » Elle m'a apporté une robe en soie rouge sang, structurée, impitoyable. Décolleté plongeant, dos nu, fente jusqu'à la cuisse. Quand je l'ai enfilée, je ne me suis pas reconnue. La femme dans le miroir n'était pas la banquière effacée. C'était une guerrière. C'était Némésie. J'ai détaché mes cheveux, laissé mes boucles tomber sur mes épaules nues. J'ai mis du rouge à lèvres carmin. J'ai payé sans regarder le prix. C'était mon armure. À 19h30, j'ai pris un taxi pour le Ritz, place Vendôme. Le gala lumière et espoir battait son plein. Les voitures de luxe déposaient des couples en smoking et robes longues. Les flashs des photographes crépitaient. Je savais que mon nom n'était pas sur la liste des invités. Baudouin avait personnellement veillé à ce que je sois banni. Mais ça n'avait pas d'importance. En tant que CFO d'un groupe hôtelier partenaire du Ritz, j'avais mes entrées de service. Je connaissais le personnel. Je connaissais les codes. Je suis entré par l'arrière, traversant les cuisines qui sentaient la truffe et le beurre, le cœur battant non pas de peur, mais d'adrénaline pure. Je pouvais entendre la voix de mon père résonner dans la salle de bal impériale. Et c'est grâce à la générosité de notre communauté que nous pouvons continuer à faire le travail du Seigneur, disait Baudouin, sa voix tremblant d'une fausse émotion parfaitement maîtrisée. Ma fille Olympe, ici présente, a dédié sa vie à l'art pour les enfants défavorisés. Elle est l'âme de cette fondation. Applaudissements polis. Bruit de couvert en argent. Je me suis glissé dans l'ombre près de la régie technique. Le technicien, un jeune homme nommé Marc que je connaissais d'anciens événements d'entreprise, m'a fait un signe de tête surpris. « Eulalie ? Tu n'es pas sur le programme. » Et waouh, la robe. Changement de dernière minute, Marc, ai-je menti avec un sourire éclatant qui aurait pu faire fondre un glacier. J'ai une surprise pour l'anniversaire de papa. Un hommage vidéo. Je peux brancher mon ordinateur pour le diaporama? C'est très personnel. Bien sûr. Fais vite, le discours finit dans 2 minutes. Il m'a tendu le câble HDMI. J'ai connecté mon MacBook. Mes doigts ont survolé le clavier. J'ai ouvert la présentation Keynote que j'avais intitulée « La vérité vous affranchira ». Sur scène, Olympe avait pris le micro. Elle portait une robe blanche virginale, des diamants, probablement loués ou achetés avec l'argent volé, scintillant à son cou. Gauthier se tenait fièrement à ses côtés, la main sur sa taille. Le couple parfait. « Merci, papa », disait-elle doucement, jouant avec une mèche de cheveux blonds. C'est dur, vous savez, de se donner autant quand on est attaqué par des forces obscures. Ma propre sœur. Elle a fait une pause théâtrale pour essuyer une larme inexistante. Mais je pardonne. Parce que c'est ce que nous faisons. Nous pardonnons aux âmes perdues.
La salle a murmuré son approbation. C'était écœurant. Ils avaient créé un récit parfait où j'étais le méchant loup et eux les petits agneaux innocents. J'ai envoyé un SMS à Maître Elie, qui attendait dans le hall avec 2 inspecteurs de la brigade financière. Maintenant. Puis, j'ai fait signe à Marc. Lance la vidéo. Monte le son. Et vous, honnêtement, comment auriez-vous réagi à sa place? On veut vraiment lire vos avis dans les commentaires, parce que chaque point de vue compte. Dites-nous aussi de quelle ville ou de quel pays vous nous regardez. Et surtout, ne partez pas, l'histoire est encore loin d'être terminée, ce qui arrive ensuite risque de totalement vous retourner. Le grand écran derrière Olympe, qui affichait jusqu'alors le logo doré de la fondation avec des colombes de la paix, est devenu noir. La musique douce de fond s'est coupée brusquement. Un son a rempli la salle. Clair. Fort. Sans équivoque. C'était l'enregistrement du restaurant. À la santé du distributeur automatique sur pattes. Et à sa naïveté légendaire. La voix de Gauthier a tonné dans les enceintes Bose de haute qualité, ricochant sur les murs dorés du Ritz. Dans la salle, les têtes se sont tournées. Les fourchettes se sont figées en l'air. Sur scène, Gauthier a blanchi, sa main tombant de la taille d'Olympe comme si elle était brûlante. Olympe a lâché son verre d'eau, qui s'est brisé avec fracas. Puis l'image est apparue. Pas une vidéo sentimentale. Pas des photos d'enfance. Une feuille Excel géante. Projetée en haute définition. Colonne de gauche, DONDE la veuve, 500 €. Colonne de droite, achat Sephora Olympe, 489 €. Colonne de gauche, fonds bourse étudiante, 12 000 €. Colonne de droite, location JET privée Ibiza, Baudouin et Gauthier, 11 500 €. Colonne de gauche, DON anonyme pour orphelinat, 5 000 €. Colonne de droite, règlement dette des JEU Casino d'Anguien, 5 000 €. Un silence de mort est tombé sur la salle de bal. Un silence si lourd, si absolu, qu'il semblait aspirer l'oxygène de la pièce. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis perçant. J'ai saisi un micro sans fil posé sur la console et je suis sorti de l'ombre. Ma robe rouge claquait comme un drapeau de guerre, une tache de sang au milieu de leur blancheur immaculée. J'ai marché lentement vers l'allée centrale, mes talons claquant sur le parquet. Bonsoir tout le monde, ai-je dit, ma voix calme, amplifiée, souveraine. Je suis la force obscure dont parlait ma sœur. Et je suis venu allumer la lumière. Sixtine s'est levée de sa table d'honneur, renversant sa chaise. Son visage était une masque de terreur et de rage. Coupez ça. Coupez le micro. Elle est folle. C'est un montage. Sécurité. Mais personne n'a bougé. Les donateurs, les membres de l'église, les amis, ils étaient figés, les yeux rivés sur l'écran où les preuves défilaient, ligne après ligne, vol après vol. Ils reconnaissaient leurs noms. Ils voyaient où leur argent était allé. Gauthier a essayé de courir vers la régie, perdant son sang-froid légendaire. C'est illégal. C'est privé. Vous n'avez pas le droit. C'est à ce moment que les portes du fond se sont ouvertes avec fracas. Maître Elie est entré, flanqué des 2 officiers de police en uniforme et d'un inspecteur en civil. Gauthier le maire ? A demandé l'inspecteur d'une voix forte. Vous êtes en état d'arrestation pour abus de confiance aggravé, faux, usage de faux et blanchiment d'argent. Baudouin et Sixtine de Valois, vous allez devoir nous suivre également pour complicité. Olympe a regardé Gauthier, puis ses parents, puis moi. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas de réplique, pas de mensonge, pas de sortie de secours. Son monde de contes de fées s'effondrait. Elle a reculé, trébuché sur sa traîne de princesse, et est tombée lourdement sur ses fesses, sa robe blanche se tachant sur le sol poussiéreux de la scène. Je suis restée au milieu de l'allée, seule, rouge, victorieuse. Mais je ne souriais pas. Je regardais mon père. Nos regards se sont croisés. J'ai vu la peur dans ses yeux. La vraie peur. Pas celle de perdre de l'argent, mais celle de perdre son masque. Celle d'être vu tel qu'il était vraiment, un petit homme médiocre et voleur. Tu m'as renié, papa, ai-je dit doucement, mais le micro a porté ma voix jusqu'à lui comme une sentence.
Alors ne t'attends pas à ce que je paie ta caution. Il a ouvert la bouche pour parler, pour supplier peut-être, mais les policiers lui ont saisi les bras. Ils l'ont menotté, lui, l'homme qui se croyait intouchable. Ils ont menotté Gauthier qui hurlait des menaces juridiques incohérentes. Ils ont escorté ma mère qui pleurait hystériquement en criant que sa robe allait être froissée. Olympe est resté seul sur scène, pleurant dans ses mains, alors que les photographes, remettant de leur choc, commençaient à la mitrailler de flash. Les jours qui ont suivi ont été un spectacle surréaliste. Le scandale a fait la une des journaux. Le scandale de Valois, charité bien ordonnée commence par soi-même. L'audit complet de l'association a révélé l'ampleur du désastre. Plus de 800 000 € détournés sur 5 ans. Mon père avait joué l'argent des orphelins au poker. Ma mère l'avait dépensé en voyages et en soins de beauté. Olympe et Gauthier l'avaient utilisé pour financer leur train de vie de Jet-setter. Gauthier a été radié du barreau avant même son procès. Son cabinet l'a licencié pour faute grave. Il attend son jugement en prison préventive, car le juge a estimé qu'il y avait un risque de fuite. Mes parents ont été mis en examen et placés sous contrôle judiciaire strict. Leurs passeports ont été confisqués. Ils ont été expulsés de l'appartement de l'avenue de Breteuil car je avais cessé de payer le loyer, et le propriétaire, horrifié par le scandale, a rompu le bail. Ils ont dû déménager dans la vieille maison de campagne délabrée de ma grand-mère en Normandie, un endroit sans chauffage central où le toit fuit. Olympe a découvert la réalité du monde du travail. Les marques avec lesquelles elle avait des contrats d'influenceuse l'ont lâchée en 24 heures. Elle est devenue un paria. Personne ne voulait être associé à la fille qui volait des œuvres caritatives. Quant à moi, j'ai démissionné de mon poste. Pas parce que j'étais forcée, mais parce que je voulais. J'avais passé ma vie à accumuler de l'argent pour acheter l'amour de gens qui ne m'aimeraient jamais. Il était temps d'utiliser cet argent pour moi. J'ai vendu mon appartement froid à la Défense. J'ai acheté une petite maison avec un jardin en banlieue, un endroit avec de la terre, des arbres, et de la vie. J'ai commencé à peindre. Pas pour exposer, mais pour moi. J'ai découvert que j'avais du talent, ironiquement. 3 mois après le gala, un jeudi après-midi pluvieux, je sortais de mon cours de poterie. Une silhouette m'attendait sous l'abribus. C'était Olympe. Elle était méconnaissable. Ses cheveux blonds parfaits étaient ternes et attachés en une queue de cheval négligée. Elle ne portait pas de Chanel, mais un manteau Zara usé. Elle avait perdu 10 kilos. Elle m'a vue et s'est approchée. Elle n'avait pas de parapluie. La pluie ruisselait sur son visage, se mêlant à ce qui aurait pu être des larmes. « Eulalie » a-t-elle dit. Sa voix était cassée, rauque. Je me suis arrêtée, tenant fermement mon parapluie rouge. « Qu'est-ce que tu veux, Olympe ? » « Papa est malade » a-t-elle chuchoté. Le stress, son cœur. Il a besoin de médicaments. Maman ne sait pas comment faire les courses, elle ne sait pas gérer un budget. On n'a plus rien. Les comptes sont gelés. Je l'ai regardé. J'ai cherché en moi une trace de pitié, une trace de cette vieille Eulalie qui aurait sorti son chéquier pour sauver la situation. Je n'ai rien trouvé. Juste un calme profond. Il y a des hôpitaux publics, Olympe, ai-je dit. Ils soignent tout le monde. Même les gens qui n'ont pas d'argent. J'y suis allée quand j'avais 10 ans, tu te souviens ? C'est très bien. Elle a serré les poings. Tu es cruelle. Tu as gagné, d'accord ? Tu nous as détruits. Tu es contente ? Tu nous laisses crever ? On est ta famille. Le sang, c'est sacré. J'ai souri tristement. Le sang, Olympe, c'est juste de la biologie. La famille, c'est le respect. Et vous avez brisé ce lien il y a bien longtemps. Tu te souviens de ton message ? Enfin débarrassé. Je respecte ton souhait. Elle a commencé à sangloter, tremblante de froid et de rage impuissante. S'il te plaît. Juste un peu d'argent. Pour manger. J'ai fouillé dans mon sac. J'ai vu une lueur d'espoir dans ses yeux. J'ai sorti quelque chose. Ce n'était pas mon portefeuille. C'était une carte de visite. C'est l'adresse d'une agence d'intérim, ai-je dit en lui tendant le petit carton.
Ils cherchent des gens pour faire de la mise en rayon dans les supermarchés. C'est un travail honnête. Ça paie le SMIC. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, Olympe. En travaillant. Elle a regardé la carte comme si c'était une insulte mortelle. Elle l'a prise, l'a déchirée et l'a jetée dans une flaque d'eau. Va en enfer. A-t-elle hurlé. Je me suis retournée. J'ai marché vers ma voiture. Je ne me suis pas retournée. Dans mon rétroviseur, je l'ai vue s'effondrer sur le banc de l'abribus, seule sous la pluie. Aujourd'hui, 1 an a passé. J'ai utilisé l'argent que je ne donnais plus à ma famille pour créer une vraie fondation. La Fondation Fanly. Elle offre des bourses d'études à des jeunes femmes qui ont été victimes d'abus financiers familial, pour les aider à prendre leur indépendance. Tante Fanly travaille avec moi. Pour la première fois de sa vie, elle est respectée. Elle sourit. Je n'ai plus de nouvelles de mes parents. Je sépare des rumeurs que mon père a été condamné à 3 ans de prison avec sursis et à une lourde amende. Ils vivent de la retraite minimale, isolés, aigris, blâmant le monde entier pour leur malheur, sauf eux-mêmes. Les gens me demandent parfois si je regrette. Si la solitude ne me pèse pas. Si l'idée d'avoir envoyé ma propre famille devant la justice ne m'empêche pas de dormir. La réponse honnête est non. Je ne regrette pas les parents que j'avais. Je regrette l'idée que je me faisais d'eux. Je regrette le fantasme d'une famille qui m'aimerait pour qui je suis, et pas pour ce que je peux payer. Mais on ne peut pas vivre dans un fantasme. Le réveil a été brutal, mais il m'a sauvé la vie. Le silence de mon téléphone, le soir, n'est plus un vide. C'est de l'espace. De l'espace pour moi. De l'espace pour respirer. De l'espace pour construire une vie où ma valeur n'est plus négociable. Partie 12, conclusion et message final. L'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui s'est passé dans les mois suivants a été encore plus satisfaisant que cette soirée. La chute a été lente, douloureuse et totale. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes celle ou celui qui paie toujours, qui répare toujours, qui dit toujours oui parce que dire non ferait de vous le monstre. Écoutez-moi clairement. Votre valeur n'est pas un bilan comptable que les autres peuvent écrire à l'encre rouge. Votre amour n'est pas un abonnement qu'ils peuvent garder tant que le virement passe. Votre avenir n'est pas une garantie pour leur confort. Vous avez le droit d'annuler le paiement. Vous avez le droit de bloquer le numéro. Vous avez le droit de fermer la porte et de ne jamais la rouvrir. Et quand vous le ferez, le silence de l'autre côté n'est pas une punition. C'est de l'oxygène. C'est le premier jour de votre vraie vie. Si vous avez aimé voir la justice, ou le karma, frapper à la porte, laissez un j'aime sur cette vidéo. Partagez votre propre expérience dans les commentaires. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre toxique de votre famille? Comment vous êtes-vous senti après? Je lis tous les commentaires. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer d'autres histoires de résilience et de vérité. Merci de m'avoir écouté.